Mon oncle voulait marier de force ma cousine de 11 ans, alors j'ai décidé de prendre la parole et de ne pas me laisser faire. 2 ans plus tard, la moitié de la famille se retrouve derrière les barreaux, tandis que l'autre moitié voudrait que je fasse comme si de rien n'était. J'ai appris à mes cousines une langue qui a bouleversé nos vies. Dans ma famille, il y avait cette règle absurde. Les femmes devaient se taire. Passé 16 ans, leur voix était vue comme dangereuse. À minuit, on organisait la cérémonie du silence. Ton père te tient pendant que ta mère coude un fil rouge sur tes lèvres. Enfin, pas vraiment, mais tu gardais ce fil autour du poignet pour ne pas oublier. Si tu désobéissais une première fois, tu finissais enfermé dans la buanderie sans rien à manger. À la deuxième entorse, on t'arrachait une dent. Personne n'a jamais osé aller jusqu'à la troisième. Le silence des femmes était une forme de monnaie d'échange. Celui qui avait la maison la plus silencieuse était le mieux vu dans la communauté. Pendant les réunions de famille, mes oncles se vantaient comme des gamins qui comparent leurs cartes. Mira n'a pas dit un mot depuis janvier, lançait l'oncle Dave en affichant un sourire satisfait. L'oncle Raj, lui, se penchait en arrière, l'air de rien. « Tu parles ?» Priya approche des 2 ans. Quand le médecin lui a posé une question, elle m'a juste désignée pour que je réponde à sa place. Quand on y pense, c'est complètement insensé. Mais pour nous, c'était le quotidien. Sauf que moi, j'étais tout l'inverse. Impossible de tenir en place. Toujours en train de rire, même pour un rien. Je chantais à tue-tête. Je faisais les pires bruitages avec mes copines. Je savais que si je ne trouvais pas vite une solution, ma vie serait fichue. Au fond de moi, j'espérais que le problème se réglerait tout seul. Et puis, un jour, c'est ce qui s'est passé. En 5e, M.C. Brown nous a demandé de choisir une langue étrangère. Quand j'ai entendu que la langue des signes américaine, l'ASL, était acceptée, j'ai sauté sur l'occasion. Parce que voilà, tant qu'on était aux États-Unis, on était encore un peu libre, mais à 16 ans, après le vœu de silence, direction le pays d'origine où il fallait s'installer et avoir des enfants. 3 fois par semaine, je me retrouvais donc dans la salle de Madame Brown à apprendre à parler avec les mains. Je sentais l'adrénaline monter à chaque cours, terrifiée à l'idée qu'elle puisse prévenir mes parents et qu'ils devinent ce que je préparais. Je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire de cette langue, vu que personne autour de moi ne la parlait. Mais tout a changé lors du dîner de Diwali. Toute la famille avait fait le déplacement, censé être le moment de l'année où tout le monde est heureux. Mais ce soir-là, j'ai repéré Priya, isolée au bout de la table, les larmes aux yeux, incapable d'expliquer sa détresse. Elle avait 17 ans, déjà une année de silence derrière elle. Profitant d'un moment d'inattention, je lui ai tendu un verre d'eau avec un petit mot. « Rejoins-moi près du cabanon. Prends ta sœur. » J'ai prétexté que son sari était froissé et que je voulais lui montrer comment bien le plier à l'abri des regards. C'est comme ça que tout a commencé. À chaque réunion, pendant que les hommes regardèrent le cricket et que les femmes servaient en silence, nous, les plus jeunes, on se retrouvait en cachette, prêtes à tout pour échapper à notre sort. Je leur ai appris les bases, puis peu à peu, on signait des phrases entières. On trouvait 1000 astuces pour s'entraîner. On signait pendant qu'on faisait la vaisselle, les mains plongées dans la mousse, et on a même inventé nos messages codés. Un mouvement du poignet voulait dire « Attention, il arrive ». Un effleurement du pouce signifiait « On en reparle plus tard ». À 15 ans, on avait notre réseau. 12 filles de 9 à 15 ans, toutes parfaitement à l'aise dans cette langue secrète que ni nos pères ni nos frères ne comprenaient. Les femmes plus âgées avaient bien remarqué quelque chose, mais gardèrent le silence. Certaines, intriguées, nous observèrent de près, prêtes à apprendre à leur tour. Tout a basculé au mariage d'Anjali. Elle n'avait que 15 ans, promise à un homme de 65, fier de l'avoir choisi pour sa docilité. En pleine cérémonie, j'ai croisé le regard de sa petite sœur, 11 ans, qui me fixait intensément. En baissant les yeux, j'ai vu ses mains. Il la frappe. Elle m'a discrètement montré ses bleus. J'ai regardé Anjali, figée dans son sari rouge, incapable de s'opposer à ce qui l'attendait. Là, quelque chose s'est cassé en moi. Au moment des vœux, je me suis levée et, pour la première fois, j'ai parlé à voix haute. Elle ne veut pas de ce mariage. Il lui fait du mal. Le visage de ma mère est devenu livide. Un brouhaha a éclaté, 200 pères dieux braqués sur moi, choqués que j'ose transgresser la règle sacrée. Mon père m'a attrapé par le bras, chuchotant des menaces sur la honte et les conséquences. Mais il s'est arrêté net quand 6 autres filles se sont levées, certaines parlant pour la première fois depuis des années. « On sait pour les coups !» a lancé l'une d'elles. « C'est complètement illégal !» a crié une autre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les sirènes dehors. Par la fenêtre, j'ai aperçu 2 voitures de police et un fourgon des services de protection de l'enfance. Quelqu'un avait donné l'alerte pour empêcher ce mariage. Je ne saurais jamais qui. Les policiers sont entrés, ont commencé à poser des questions, isolant Anjali pour discuter à l'écart. Le marié, lui, a tenté de filer par derrière, stoppé net par un agent. Mon père serrait mon bras de plus en plus fort, me laissant des marques qui deviendront des bleus. Les hommes hurlaient sur leur fille, fous de rage. Les travailleurs sociaux ont emmené Anjali dans une autre pièce. Et, à travers la porte entr'ouverte, j'ai vu qu'ils examinaient ses bras. Elle pleurait, hochant la tête, racontant enfin ce qu'elle avait vécu. Un agent prenait des photos de ses blessures, d'autres notèrent les noms, vérifiant les papiers d'identité. L'ambiance était électrique. Mon oncle Dave a traversé la salle et a attrapé sa fille par les cheveux. Elle a crié, aussitôt un policier est intervenu pour les séparer. À partir de là, tout a dégénéré. Les regards étaient braqués sur nous, et il était clair qu'on n'était plus seuls.
Il n'était plus question pour les hommes de punir leurs filles devant les autorités, et leur frustration était palpable. L'officier en charge a déclaré que le mariage était annulé, évoquant une enquête en cours pour des faits de violence et de mariage forcé sur mineurs. Profitant du tumulte, entre les familles qui s'écharpaient et les policiers dépassés qui tentèrent de ramener un semblant d'ordre, le futur marié s'est discrètement volatilisé. Cette fois, personne n'a cherché à l'en empêcher. Mon père m'a entraîné jusqu'à la voiture, sans jamais relâcher sa poigne. Il gardait le silence, mais sa colère me transperçait, vibrante et brutale. Ma mère nous suivait, son chapelet serré si fort contre elle que ses doigts en devenaient blancs. Depuis que j'avais pris la parole, elle ne m'avait pas adressé un regard. Les autres familles s'éloignaient, elles aussi, traînant leurs filles derrière elles. Et le parking n'était plus qu'un vacarme de portières qui claquent et de moteurs vrombissants. Dans la voiture, les jointures de mon père blanchissaient sur le volant. « Tu as brisé l'honneur de la famille. On ne pourra plus jamais sortir la tête haute. Les autres hommes ne me respecteront plus. » Ma mère murmurait toujours ses prières en sanskrit, à peine audibles. Je fixais la vitre, luttant pour retenir mes larmes, regardant les lumières de la ville filer dans un flou irréel. Une fois rentrée, mon père m'a conduite droit dans ma chambre. Il a confisqué mon téléphone et mon ordinateur, les fourrant dans ses poches, puis m'a prévenu que je resterais enfermée jusqu'à ce qu'il décide de mon sort. Le cliquetis de la serrure derrière moi a retenti comme une condamnation. Je l'ai entendu dévaler les escaliers puis passer une série d'appels, sa voix grondant à travers le plancher. Par la bouche d'aération, je percevais ses conversations avec mes oncles, les avertissant que la police menait des investigations. Il leur conseillait de garder leurs filles à la maison quelques jours, le temps que la situation se calme, et annonçait une réunion de crise chez mon grand-père. J'ai tenté de trouver le sommeil, mais mes pensées allaient sans cesse vers Anjali. Où l'avait-il emmenée? Était-elle en sécurité maintenant? Je priais pour qu'elle aille bien, et je pensais à toutes les autres filles qui avaient osé prendre la parole. Leur père devait agir comme le mien, les enfermant comme des secrets inavouables. Vers minuit, un léger coup frappé à la porte a rompu le silence. Ma tante Mira est entrée sur la pointe des pieds, avec une assiette de riz et de dalles encore chauds. C'était l'une de ces femmes qu'on n'entend jamais, mais elle m'a caressé la joue avec une douceur infinie, me désignant l'assiette puis son cœur. J'ai compris alors qu'elle était fière de moi, même si elle ne pouvait le dire tout haut. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des messages. Mes cousines discutaient dans un groupe dont j'ignorais l'existence. Elles me remercièrent d'avoir eu le courage de parler, même si la peur les tenaillait. Certaines étaient déjà enfermées dans leur chambre. Leurs pères, furieux, menacèrent de les renvoyer au pays. Ma tante est ressortie aussi discrètement qu'elle était venue. J'ai mangé, tentant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Je savais que ce n'était qu'un début. Les hommes allaient se concerter, trouver une parade, comme ils l'avaient toujours fait dès qu'on contestait leur autorité. Ils n'allaient pas tarder à reprendre la main. À l'aube, mon père a déverrouillé la porte. Il m'a ordonné « Habille-toi avec ton plus beau sari, le bleu brodé d'or. Nous allons chez ton grand-père. Tous les hommes veulent te parler. » Je savais d'avance que cela n'augurait rien de bon. Grand-père était le gardien du silence dans la famille, celui qui avait imposé ses règles, 3 générations plus tôt. 2 heures de route, au milieu des lacets de la campagne, sans un mot de mon père. Ma mère, assise à l'arrière, serrait toujours ses perles de prière. J'observais la ville s'effacer derrière nous, remplacée par des champs et des bois. Mon grand-père habitait une grande maison perdue, au milieu de nulle part, austère et impressionnante. En arrivant, j'ai compté une vingtaine de voitures garées. Tous mes oncles étaient là, ainsi que des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, venus en pleine nuit. Mais il n'y avait que des hommes. Ils étaient réunis dans la pièce principale, assis en cercle sur des coussins, mon grand-père trônant dans son fauteuil, tel un monarque tenant audience. On m'a fait me placer au centre du cercle. Mon grand-père m'a demandé de m'expliquer. J'ai évoqué sans détour les bleus d'Anjali, la voix ferme, affirmant que ce mariage était une erreur, qu'elle n'était qu'une enfant. Il a éclaté de rire. « Tu es trop jeune pour comprendre nos coutumes. Tu es contaminé par les idées américaines. » L'interrogatoire a duré des heures. Ils voulèrent savoir qui m'avait appris à être aussi insolente. Exigeaient la liste des filles qui connaissaient la langue des signes. Je ne cessais de répéter que je n'avais parlé que d'Anjali, rien d'autre. Mon oncle Raj s'est levé, furieux. « Tu mens! Tu as retourné toutes nos filles contre nous !» Il était rouge de rage, les veines saillantes aux tempes, tournant en rond comme un animal piégé. L'atmosphère devenait irrespirable. Le grand-père, assis au bout de la longue table de bois, gardait les doigts croisés devant lui. Les autres hommes, mon père, mes oncles, quelques cousins en âge de donner leur avis, formaient un demi-cercle menaçant autour de moi. La lumière crue dessinait sur leurs visages des ombres dures, les rendant presque méconnaissables. Puis ils ont fait entrer mes cousines, une à une. D'abord Kavya, la petite sœur de Priya, tout juste 12 ans, qui tremblait de la tête aux pieds dans un saloir camise bien trop grand. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient écarquillés de terreur. Le grand-père lui a demandé si elle connaissait la langue des signes. Elle m'a lancé un regard, avant de baisser les yeux, les lèvres tremblantes. Son père lui a donné une tape derrière la tête. « Réponds ». Le claquement a résonné dans la pièce. Elle a hoché la tête, les larmes dévalant ses joues, et j'aurais voulu la serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais j'étais clouée sur ma chaise. 8 autres filles sont passées. Certaines ont tout avoué d'une voix à peine audible. D'autres ont nié jusqu'à ce que leur père les menace de représailles que je n'osais imaginer. Maya, 14 ans, a tenu bon plus longtemps, jurant qu'elle ne savait rien, jusqu'à ce que son père lui serre le poignet si fort qu'elle a crié. La plus jeune, Asha, n'avait que 9 ans. Elle ne comprenait même pas pourquoi elle était punie. Elle pleurait, appelait sa mère qu'on avait empêchée d'entrer, répétant
maman, encore et encore, jusqu'à ce que son père lui ordonne de se taire. Mon grand-père déclara « C'est une infection qu'il faut éradiquer ». Sa voix résonnait avec cette autorité naturelle qui dominait notre famille depuis toujours. Il annonça que toutes les filles ayant appris la langue des signes seraient immédiatement soumises à la cérémonie du silence, sans se soucier de l'âge, même si certaines n'avaient pas encore 16 ans. Il ajouta « Des temps désespérés exigent des mesures désespérées ». Les hommes présents acquiescèrent, certains avec vigueur, d'autres du bout des lèvres, n'osant exprimer leur réticence. On nous dispersa dans différentes pièces. J'ai été conduite au sous-sol, un endroit de béton glacé où une petite fenêtre, juste sous le plafond, laissait filtrer un mince rayon de lumière, rappel fugace de l'existence du monde extérieur. Les murs nus semblaient avaler toute trace de chaleur. Un matelas mince posé à même le sol, imprégné d'une odeur de renfermé, et un seau dans un coin que je préférais ignorer composait tout le mobilier. Mon grand-père me lança « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu comprennes ce qu'est le respect ». La lourde porte de bois se referma sur moi, verrouillée dans un bruit sinistre. La première nuit fut la plus difficile. Le froid du sol traversait le matelas trop fin, s'insinuant dans mes os. J'entendais la maison grincer au-dessus de moi, comme si elle tentait d'avaler ce qui venait de se produire. Le moindre bruit me faisait sursauter, pas feutré, voix étouffée, porte qui claquait. Je me suis blottie sous la couverture rêche qu'on m'avait laissée, tentant de ne pas penser aux araignées, aux souris, ni à la durée de mon enfermement. 3 jours durant, on m'a gardée là. 2 fois par jour, quelqu'un descendait m'apporter du riz froid et de l'eau. Parfois, il y avait quelques morceaux de dalle, déposés dans une assiette en acier qui résonnait sur le béton. Personne ne m'adressait un mot. J'écoutais les bruits de la maison, les discussions ou les disputes voilées qui filtraient à travers le plancher. Impossible de savoir ce qui se tramait là-haut. Parfois, des pleurs étouffés, sans doute ceux de mes petites cousines, me serraient le cœur de culpabilité et de rage. Pour me réchauffer et garder l'esprit clair, je faisais des pompes et des sauts sur place, recomptant inlassablement. 20 pompes, 50 sauts, et je recommençais. Je récitais des poèmes appris à l'école, murmurais des chansons à voix basse, m'exerçais discrètement à la langue des signes contre le mur, là où personne ne pouvait me surprendre. Je suivais le temps qui passait grâce aux petits carrés de lumière qui se déplaçaient sur le sol, jusqu'à disparaître et plonger la pièce dans l'obscurité totale. Au matin du 4e jour, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Le moteur ne ressemblait à aucun de ceux que je connaissais. Puis des voix inconnues. Une femme d'une voix assurée et professionnelle demandait après moi, prononçant mon prénom. Mon grand-père lui répondit, tout miel, que j'avais attrapé la grippe et que je me reposais. La femme insista, disant qu'elle était ma conseillère scolaire et qu'elle devait me voir. C'était Madame Brown. J'ai senti mon cœur bondir entre espoir et appréhension. Des éclats de voix sont montés, la voix de mon grand-père perdant de sa contenance habituelle, celle de Madame Brown restant calme, parlant de signalement obligatoire et de contrôle de bien-être. Puis, des pas précipités dans l'escalier, la porte du sous-sol qui s'ouvre brutalement, mon grand-père m'ordonnant sèchement de me changer et de paraître convenable. La lumière brutale de l'escalier m'aveugla un instant. Il me lança un sari propre et me prévint. Si je tentais quoi que ce soit, ce serait de mes cousines qui en paieraient le prix. Son regard était glacial, dur comme la pierre. J'ai enfilé les vêtements propres, les mains tremblantes, tâchant du mieux possible de démêler mes cheveux. Après plusieurs jours dans la même tenue, ses habits me semblaient irréels. Mon grand-père tambourinait d'impatience derrière la porte. Quand je suis sortie, il m'a saisi au bras avec une telle force qu'il m'en laissa des marques et m'a traîné à l'étage. Au salon, Madame Brown m'attendait, les bras croisés, le visage fermé, loin de la bienveillance qu'elle montrait d'habitude. Elle me détailla, notant mes cheveux en désordre, ma peau livide, mes cernes. Elle demanda si j'allais bien. J'ai acquiescé et murmuré que j'avais été malade, mais que j'allais mieux. Ce mensonge m'est resté en travers de la gorge. Mon grand-père, juste derrière moi, posa sa main lourde sur mon épaule, ses doigts s'enfonçant suffisamment pour me rappeler à l'ordre. Madame Brown me demanda pourquoi je ne répondais pas au téléphone. Mon grand-père répondit d'un ton catégorique que, sur ordre du médecin, je devais me reposer sans aucun appareil électronique à cause d'une migraine sévère. Elle ne semblait pas convaincue, et son regard se fit plus perçant. Elle demanda à me parler seule. Mon grand-père rétorqua que ça ne se faisait pas dans notre culture, qu'une jeune fille non mariée ne devait pas se retrouver seule avec des étrangers. Elle le fixa longuement, enregistrant l'information, puis se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux. Elle me demanda si je me souvenais de ce qu'on avait appris la semaine précédente en langue des signes. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que chacun pouvait l'entendre. C'était ma chance. Profitant d'un moment d'inattention de mon grand-père, j'ai signé « Aide » aussi nettement que je le pouvais, reprenant le geste appris en classe. Son visage ne trahit rien, à part un bref élargissement des yeux, avant qu'elle ne reprenne un air impassible. Elle annonça qu'elle espérait me revoir bientôt en cours, puis elle repartit. À peine sa voiture avait-elle quitté l'allée que mon grand-père me gifla violemment. Ma tête partit sur le côté, je sentis le sang dans ma bouche, là où mes dents avaient entaillé ma joue. Il m'avait vu dans le reflet de la fenêtre. Il m'insulta, m'accusant d'avoir empiré la situation pour tout le monde, puis me renvoya brutalement à la cave, manquant de me faire tomber dans l'escalier. Je l'ai entendu passer plusieurs appels, sa voix fébrile, pleine de colère. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Ma joue me brûlait, et je repassais sans cesse la visite de Madame Brown dans ma tête. Avait-elle compris? Allait-elle revenir? Ou avais-je tout simplement aggravé les choses, comme le disait mon grand-père? Je me suis adossée au mur glacé, m'efforçant de ne pas pleurer. Le lendemain,
Madame Brown est revenue. Cette fois-ci, elle était accompagnée d'une assistante sociale nommée Janet, une femme d'un certain âge au regard doux, mais à la détermination palpable. Elles ont expliqué qu'elles venaient pour une visite de routine, comme on le fait chaque fois qu'un élève manque plusieurs jours. Mon grand-père n'a pas vraiment eu le choix. Il les a laissées entrer, même si son sourire était crispé. Sans attendre, il a appelé quelques tantes pour donner à la maison un air présentable. En un clin d'œil, elles se sont activées à cuisiner et à faire le ménage, comme si de rien n'était, emplissant la maison d'odeurs d'épices et d'une atmosphère rassurante. On m'a encore nettoyée, ma tante m'a démêlé les cheveux sans ménagement, m'a pincé les joues ça pour leur donner des couleurs et m'a habillée d'un saloir camise bleu vif. On m'a soufflé exactement quoi dire. Ma tante m'a glissé à l'oreille que si je ne me tenais pas tranquille, elles avaient déjà des prétendants en vue pour nous toutes. Elle m'a montré sur son téléphone les photos d'hommes de 30 ou 40 ans, parfois déjà mariés, tous issus de familles traditionnelles du pays. On serait renvoyés là-bas avant la fin de la semaine. Assise dans le salon, j'essayais de paraître normale alors que la peur et la colère me rongeaient. L'assistante sociale me posait des questions sur l'école, la maison. Je récitais mes réponses par cœur, sous le regard pesant de mon grand-père installé dans son fauteuil. Mais j'avais caché mon cahier de langue des signes sur les genoux, dissimulé sous un coussin. Au moment de répondre à une question sur mes matières préférées, il est tombé. Les pages se sont éparpillées par terre, révélant des mois de pratique, des notes pour apprendre à mes cousines, des dessins de mains formant des mots. Janet s'est penchée pour ramasser les feuilles, prenant bien son temps pour examiner ce qu'elle voyait, puis elle m'a rendu le cahier avec un discret signe de tête que mon grand-père n'a pas remarqué. Ensuite, elle a pris des photos de la maison, prétextant que c'était la procédure habituelle. Le déclencheur de l'appareil résonnait régulièrement. Elle a photographié les verrous sur les portes, les barreaux aux fenêtres, que mon grand-père prétendait nécessaires pour la sécurité. Elle a précisé qu'elle reviendrait bientôt pour d'autres visites. Mon grand-père a eu la mâchoire serrée, mais il a souri, assurant qu'elles étaient toujours les bienvenues et qu'il n'avait rien à cacher. Dès qu'elles sont parties, tout s'est emballé. Mon grand-père a réuni la famille en urgence. La cérémonie aurait lieu ce soir-là. On ne pouvait plus attendre. Il a appelé toutes les familles pour qu'elles viennent sans tarder, affirmant que le monde extérieur voulait détruire nos traditions et qu'il fallait agir vite. Les hommes ont commencé à transformer la grande pièce, déplaçant les meubles, installant les objets du rituel avec une efficacité rodée. Ils sont allés chercher toutes les filles, chacune dans sa cachette. Nous étions blêmes, les cheveux en bataille, les vêtements froissés, le regard marqué par ce qu'on avait vécu. Certaines essayèrent de dissimuler leur bleu. On nous a fait nous laver puis enfiler des saris blancs. Blancs pour la pureté, disait-il. Blancs comme des fantômes, blancs comme la reddition. Le tissu me semblait peser 1 tonne. On nous a alignés par ordre d'âge dans la salle de préparation. J'étais l'aînée. Il fallait que je passe la première. J'ai observé mes cousines. Kavya tremblait. Maya se voulait bravache, mais la peur transperçait son regard. Et la petite Asha, complètement perdue, appelait sa mère. La pièce se remplissait de membres de la famille, le soleil couchant projetant de longues ombres sur le sol. Les hommes, assis en cercle sur des coussins, affichaient une gravité accablée par le poids de la tradition. Les femmes, silencieuses, restaient appuyées contre les murs, telles des sentinelles, leurs fils rouges bien en évidence au poignet, les yeux baissés. Sur une table basse trônaient des assiettes en argent, des fils rouges, des ciseaux. Les objets rituels brillaient sous la lumière des lampes, témoins d'une tradition qui volait la parole des femmes depuis des générations. Rien qu'à les regarder, j'en avais la nausée. Mon grand-père entonna des chants en sanskrit, sa voix grave et rythmée, bientôt reprise par les autres hommes qui imposaient une cadence hypnotique à la pièce. Ils allumèrent de l'encens, chargeant l'air de senteurs de bois de santal et d'un parfum dont la lourdeur me tournait la tête. La fumée montait, pareille à des doigts, cherchant à s'agripper au plafond. Mon père s'est avancé avec le fil rouge. Ses mains tremblaient, mais son visage demeurait fermé, fuyant mon regard. J'ai cherché mes cousines du regard. Certaines pleuraient en silence, des larmes coulant sur leurs joues. D'autres fixaient obstinément un point devant elles, déjà plongées dans le mutisme. La plus jeune suçotait son pouce, une manie qu'elle avait pourtant perdue depuis longtemps. J'ai pensé à Anjali, où qu'elle soit, puis à toutes ces femmes alignées contre les murs, des décennies de silence pressées entre elles comme des fleurs séchées dans un livre. J'ai pensé à Mrs. Brown et à Janet, quelque part dans un monde où la voix des femmes compte. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Quand mon père a tendu la main vers moi, j'ai fait signe discrètement aux autres filles. C'était le moment. On avait tout répété à voix basse, en gestes, à l'abri des regards. D'un coup, nous nous sommes dispersés dans toutes les directions. Personne ne s'y attendait. On avait mémorisé les sorties, repéré les fenêtres sans barreaux, les portes qui s'ouvraient facilement. Certaines se sont précipitées vers les portes, d'autres vers les fenêtres. La pièce a basculé dans le chaos. Nos saris blancs virevoltant comme des oiseaux effrayés. J'ai filé vers la cuisine, sachant qu'il y avait une porte à l'arrière. Mon oncle Dave a attrapé une cousine près de l'escalier, serrant son dupatta, mais elle s'est libérée en abandonnant l'étoffe. 2 filles ont réussi à sortir avant d'être rattrapées dans la cour. Les cris et les pleurs résonnaient de partout. Mon sari s'en mêlait dans mes jambes, m'empêchant d'avancer. J'ai fini par le soulever, oubliant toute pudeur. J'ai déboulé dans la cuisine. Les femmes étaient là, affairées à leur casserole comme à chaque cérémonie. Le dalle et le riz embaumaient la pièce. Elles ont levé des yeux incrédules vers moi. Je les ai suppliées de nous aider, les mots se bousculant. La plupart ont détourné la tête, piégés par des années de peur, poursuivant machinalement leurs gestes.
Mais ma tante Mira s'est avancée. Elle avait toujours été à part, rebelle mais sans éclat, presque invisible dans sa façon de dire non. Ce jour-là, elle s'est plantée devant la porte juste au moment où mon père arrivait, essoufflé d'avoir couru. Il lui a lancé, sec, de s'écarter. Elle a simplement fait non de la tête, un geste minuscule mais qui, d'un coup, semblait faire vaciller tout notre univers. Une tante l'a rejointe, puis une autre encore, et bientôt toutes ces femmes habituellement si discrètes s'alignaient, formant un véritable rempart face aux hommes. Pour la première fois depuis des lustres, elles prenaient position. Mon père a essayé de forcer le passage, mais elles tenaient bon, accrochées les unes aux autres, le fil rouge qu'elles portaient tressé entre leurs poignets en une chaîne de résistance. C'est alors que ma grand-mère a surgi. Depuis des années, elle ne participait plus à rien, recluse dans sa chambre avec ses souvenirs, ses photos d'un temps où le silence n'existait pas encore. Mais là, elle était debout, droite comme un i, malgré ses 90 ans, l'air indomptable. Ses cheveux blancs retombèrent librement sur ses épaules, au lieu d'être tirés en chignon. Elle arborait encore son fil rouge, celui qu'on lui avait attaché à 16 ans. Le tissu avait perdu sa couleur, mais il n'avait jamais cédé. Elle l'a arraché d'un coup, ses doigts tordus par l'arthrite peinant sur le nœud. Et puis, pour la première fois en 40 ans, elle a parlé. Sa voix, enrouée mais claire, cassait le silence comme une porte qu'on fait grincer. Elle a ordonné à ses fils d'arrêter. Elle a dit qu'elle avait vu cette tradition broyer bien trop de vie, éteindre l'élan et la lumière de tant de jeunes filles. Elle a reconnu s'être tue quand on avait contraint ses propres filles, mais qu'elle ne laisserait plus faire pour ses petites filles. Ces mots ont roulé dans la pièce, comme une vague qui renverse tout sur son passage. Un silence de plomb est tombé. On aurait juré que même les casseroles s'étaient tues. Mon grand-père la regardait comme s'il ne la reconnaissait pas. Elle a traversé la foule d'hommes qui s'écartèrent devant elle, comme une mère confond. Elle avançait lentement, mais sans trembler. Elle a saisi les ciseaux posés sur le plateau du rituel, et, une à une, elle a coupé tous les fils rouges, chaque coup de lame résonnant fort dans la pièce. Puis elle s'est tournée vers les femmes, alignées le long des murs, et elle leur a dit qu'elles avaient le droit de parler. Elle a déclaré que ce silence n'avait fait que donner les pleins pouvoirs aux hommes, bien trop longtemps. Elle a confessé ses 40 ans de remords, tous ces mots étouffés, jamais sortis. Une à une, les femmes ont retiré leurs fils. Certaines pleuraient, des décennies d'émotions enfin libérées. D'autres riaient d'un rire rauque, magnifique. Ma mère a ôté le sien, et pour la première fois depuis des années, elle a prononcé mon prénom. Rien qu'en entendant ma mère dire ce mot, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Face à tout cela, les hommes étaient désemparés, dépassés en nombre, mais surtout privés de cette autorité qu'ils croyaient indiscutable. Certains oncles ont tenté d'arrêter leurs femmes, mais aucune ne bougeait. Ma tante a dit à son mari qu'elle partirait avec leur fille s'il insistait, avouant qu'elle avait depuis longtemps préparé des valises. D'autres ont lancé le même avertissement. La révolte murmurée en langue des signes était devenue une véritable révolution. Mon grand-père a bien essayé de reprendre la main, ordonnant à tous de s'arrêter, mais sa voix n'imposait plus rien. Elle tremblait presque. Il a tenté de défendre la tradition, expliquant qu'elle était là pour une raison, qu'elle avait forgé notre identité. Mais sa mère a éclaté d'un rire cristallin, léger comme des grelots. Elle lui a demandé ce qui, au juste, pouvait justifier qu'on vole la voix des femmes. Elle a voulu savoir s'il s'était déjà demandé ce que sa femme aurait pu dire toutes ces années, si on l'avait laissé parler. Si seulement il connaissait les couleurs préférées de ses filles, leurs rêves, leurs peurs. Son silence en disait long. La cérémonie, soudain, s'est dissoute comme un château de cartes. Très vite, les familles se sont mises à se disputer, les rancœurs de toutes ces années éclatant au grand jour. Quelques hommes ont encore essayé de reprendre la main, mais leurs femmes n'étaient plus prêtes à écouter. Mon père avait l'air complètement perdu pendant que ma mère lui disait ce qu'elle pensait réellement de son manque de courage, lui reprochant de s'être cachée derrière la tradition au lieu de se remettre en question. Elle lui a dit qu'elle l'avait aimé, autrefois, mais qu'aujourd'hui, elle ne savait plus trop. Elle allait devoir réapprendre à être elle-même, maintenant qu'elle avait retrouvé sa voix. Les semaines suivantes ont tout bouleversé. La famille qu'on croyait si solide, presque indestructible, s'est fissurée. Certains se sont définitivement éloignés, les tenants de la tradition coupant les ponts avec ceux qui refusaient le silence. Mes cousines, elles, passèrent d'un foyer à l'autre, le temps que les parents décident où ils se situaient. Mais la complicité entre nous, les filles, ne s'est jamais démentie. On s'écrivait sans arrêt, on partageait conseils et infos. On a créé un groupe Facebook secret pour tout se dire, sans filtre. Madame Brown s'est impliquée, aidant plusieurs d'entre nous à signaler des violences aux autorités, nous mettant en relation avec des conseillers et des avocats qui connaissaient nos traditions, mais refusèrent de les utiliser comme prétexte à la violence. Certaines plaintes ont abouti, d'autres non, mais la menace a suffi à faire réfléchir certains hommes. Impossible désormais de faire comme si de rien n'était. Les médias locaux s'en sont mêlés. Des journalistes ont appelé, cherchant à nous interviewer. Mes parents, au début, ne m'adressaient presque plus la parole. La maison semblait changer, comme si les murs apprivoisaient peu à peu de nouveaux sons. Et puis, un jour, ma mère s'est remise à préparer les plats que j'aimais, les aloo paratha bien beurrés, la mangue kulfi de mon enfance. Elle me posait des questions sur l'école, d'une voix hésitante, s'embrouillant parfois dans ses mots. Elle s'est mise à me raconter des histoires de sa jeunesse, d'avant le silence, ses rêves de devenir enseignante, sa passion pour le chant. Mon père a mis plus de temps, mais il a fini par me demander de lui apprendre quelques signes. Il était maladroit, surtout pour signer « Je suis désolé ».
Certaines cousines sont parties vivre chez des proches déjà détachés des vieilles coutumes, d'autres sont restées avec des parents qui commençaient à changer. Quelques-unes ont été renvoyées au pays, mais cette fois, elles avaient leur téléphone et gardèrent le contact. Nous continuions à nous transmettre la langue des signes, par sécurité, mais aussi parce que c'était devenu notre langue secrète, celle de notre liberté retrouvée. Quant à ma grand-mère, elle est devenue notre alliée la plus inattendue, sillonnant les familles pour raconter, sans détour, tout ce que le silence lui avait volé. Elle expliquait aux hommes tout ce qu'ils avaient manqué en ignorant les pensées de leurs femmes. Elle leur confiait les poèmes qu'elle avait composés en silence, les blagues qu'elle aurait aimé raconter, les conseils qu'elle aurait voulu offrir. Aux femmes, elle répétait qu'elles étaient bien plus fortes qu'elles ne l'imaginaient. Certaines l'écoutaient, d'autres non. Mais elle continuait à parler pour rattraper 40 ans de silence. Au prochain rassemblement familial, tout avait changé. C'était Diwali, notre plus grande fête d'habitude, mais la moitié des habitués manquaient à l'appel. Pourtant, ceux qui étaient présents avaient apporté leur voix. Les femmes discutaient, riaient, leurs paroles se mêlaient aux pétards dehors. Certaines gardèrent leurs bracelets, mais c'était par choix cette fois. Les hommes, en revanche, semblaient rétrécis, comme s'ils n'étaient plus les seuls à pouvoir s'exprimer. Ils devaient en faire de la place à d'autres voix. Anjali était là avec sa sœur. Elle vivait maintenant chez des cousins ouverts d'esprit et allait à l'école. Elle faisait encore des cauchemars, mais elle se reconstruisait. Elle avait coupé ses cheveux courts pour défier la tradition et s'habillait en jean, laissant de côté les vêtements traditionnels. Elle m'a remercié d'avoir osé prendre la parole. Je lui ai répondu « On l'a toutes fait ensemble. Sans les autres filles qui ont levé la voix, rien n'aurait changé. Nous étions la voix les unes des autres quand nous n'en avions pas. » On continuait à apprendre la langue des signes, mais c'était désormais une manière parmi d'autres de communiquer. Certaines mères l'apprenaient pour retrouver le lien avec leurs filles, restées muettes trop longtemps. On inventait des signes pour des sentiments enfouis, pour cette frustration des mots jamais dits, pour la joie de parler en vers, pour la peur qui ne partait pas. Cette langue née dans la révolte devenait un moyen de guérir. Mon père s'est excusé des mois plus tard. Nous étions assis dans le jardin où il m'avait appris à faire du vélo, où on avait planté des tomates quand j'avais 7 ans. Il m'a confié qu'il avait suivi les traditions sans réfléchir, simplement parce que son propre père l'avait fait avant lui. Voir ma mère retrouver sa voix lui avait fait prendre conscience de tout ce qu'il avait laissé passer. Il m'a assuré qu'il était fier de moi, que j'avais eu plus de courage que lui. Il avait encore du mal avec tous ces bouleversements, mais il essayait. Tout le monde n'a pas évolué. Certaines familles se sont refermées sur elles-mêmes, déménageant dans des quartiers où les anciennes coutumes survivaient. On nous traitait de corrompus. On disait que nous avions trahi notre culture. Certaines filles nous ont été arrachées, mariées à la hâte, avant d'avoir eu le temps de se révolter. Nous n'avons pas pu sauver tout le monde. Ce sentiment d'échec me pesait, mais nous avions fissuré la chape de silence qui couvrait notre communauté depuis des générations. Et par ces fissures, enfin, les voix commençaient à s'échapper. Les mois suivants, ce Diwali furent bizarres. Certaines familles faisaient comme si rien n'avait changé, d'autres ont explosé en vol. Le père de ma cousine Kavya a tenté de la marier alors qu'elle n'avait que 13 ans à un homme de 35 ans, propriétaire d'une supérette, venu du pays. Il comptait aller assez vite pour qu'elle n'ait pas le temps de se défendre. Mais Kavya avait appris bien plus que la langue des signes avec nous. Elle a enregistré son père sur son téléphone en train de parler du mariage, puis a envoyé l'enregistrement à notre groupe. On a compris qu'il fallait agir sans attendre. J'ai appelé Madame Brown, qui a aussitôt contacté les services compétents. 2 jours plus tard, Kavya vivait chez nous et son père était sous le coup d'une visite de la protection de l'enfance. Ma maison est devenue un refuge pour les cousines fuyant de mauvaises situations. Mes parents n'étaient pas enchantés au début, mais ma mère répétait qu'elle aurait aimé qu'on l'aide quand elle avait leur âge. On a hébergé jusqu'à 3 filles en même temps. Mon père a transformé le sous-sol, qui servait de débarras, en chambre. C'était le même sous-sol où j'avais été enfermée chez mon grand-père. Mais cette fois, il était lumineux, avec des fenêtres, et il n'y avait plus de verrou. Un soir, oncle Dave est arrivé, exigeant qu'on lui rende sa fille. Il était ivre, furieux, et frappait la porte à en faire trembler les vitres. Mon père lui a tenu tête pour la première fois. « Pars, ou j'appelle la police ». Ils se sont accrochés sur la pelouse, devant la maison. Les voisins sont sortis regarder. Quelqu'un a fini par appeler la police, et Dave a passé la nuit au commissariat. Après cet épisode, les tensions se sont aggravées. Les familles les plus conservatrices se sont organisées, se réunissant chez mon grand-père pour trouver comment reprendre la main. Quelqu'un nous a informés de leur plan. Ils comptaient de retirer toutes les filles de l'école pour les renvoyer au pays sans attendre. Certains billets d'avion étaient déjà achetés. Il fallait se dépêcher. Madame Brown nous a aidés à contacter un avocat spécialisé en droit de la famille. Quelques filles ont pu déposer une demande de protection, d'autres ont dû se cacher chez des proches solidaires. On aurait dit une version clandestine pour adolescentes du chemin de fer souterrain, tout ça pour éviter un mariage forcé. La communauté s'est totalement fracturée. Au supermarché, certaines familles évitèrent soigneusement les rayons où nous étions. Le temple a dû organiser 2 offices distincts, tant les gens refusèrent de se croiser. Certains de mes oncles sont même allés jusqu'à vouloir monter leur propre temple où les anciennes règles resteraient en vigueur. Mais ils n'ont jamais réuni assez de monde pour lancer le projet. Mon grand-père, de son côté, a tenté un dernier coup de force. Il a convoqué tous les anciens des États voisins pour organiser un vote. Il voulait bannir officiellement les familles qui avaient rompu avec la tradition du silence. Il pensait que si assez de communautés se ralliaient, il pourrait faire pression pour amener tout le monde à la raison. Mais ma grand-mère avait d'autres idées. Pendant ces mois, elle n'était pas restée passive. Elle avait pris contact avec des femmes d'autres communautés,
elle a organisé une contre-réunion le même jour. Des femmes réduites au silence depuis des décennies ont fait le déplacement, parfois de très loin, et sont venues remplir la salle des fêtes que nous avions réservée, laissant leurs bracelets rouges à la maison. Du côté des hommes, ils étaient à peine une trentaine. Chez les femmes, plus de 200. Ma grand-mère s'est levée et a raconté son histoire à nouveau, mais cette fois, elle a cité les noms. Elle a évoqué l'ancien qui avait frappé sa femme parce qu'elle chantonnait en cuisinant. Elle évoquait cette jeune fille qui avait préféré se donner la mort plutôt que de se laisser réduire au silence. Elle s'appuyait sur des dates, des faits concrets qui mettaient à nu les justifications des hommes au nom de la tradition. Rien d'autre que du contrôle et de la violence. Ce jour-là, dans d'autres familles, des femmes sont rentrées chez elles et ont retiré leur fil rouge. Les maris, furieux, ont aussitôt appelé mon grand-père, l'accusant d'avoir semé la révolte dans leur foyer. Mais l'élan de solidarité n'a pas tardé à dépasser les limites de la famille. Très vite, des filles d'ailleurs nous écrivaient pour demander comment apprendre la langue des signes, comment résister. Mon père a perdu son emploi, son patron étant lui-même un de ses oncles traditionnels, mais pour la première fois en 20 ans, ma mère a trouvé du travail. Elle s'est mise à travailler en crèche, réalisant enfin son rêve d'enseigner. Chaque jour, sa voix prenait plus d'assurance. Elle chantait en cuisinant, faux, mais le cœur léger. La crise suivante n'a pas tardé. L'oncle Raj a tenté d'enlever sa propre fille à la sortie de l'école. Il est arrivé avec 2 hommes, voulant la forcer à monter dans un fourgon, mais l'école était sur ses gardes, on les avait prévenus. Les portes ont été immédiatement verrouillées, la police appelée, et Raj a été arrêté sur le parking, sous le regard de sa fille derrière la vitre d'une classe. À partir de là, tout a basculé. Les familles traditionnelles se sont mises à menacer ouvertement ceux qui nous soutenaient. Nos pneus ont été crevés, une brique a traversé la fenêtre du salon. Mon père a installé des caméras. Ma mère s'est entraînée à utiliser une bombe lacrymo. On ne sortait jamais seul. On se tenait informés, mais pas question de céder. Les filles promises de force au mariage commençaient à chercher de l'aide. Certaines ont pu divorcer ou annuler leur union, d'autres restaient piégées, mais au moins elles savaient qu'elles n'étaient plus seules. On a récolté de l'argent pour aider celles qui voulaient repartir de zéro. Ma cousine Maya est devenue notre porte-parole, forte de ses 16 ans et de son tempérament. Elle a lancé une chaîne YouTube pour raconter ce que nous vivions. Les vidéos ont circulé comme une traînée de poudre, bien au-delà de notre cercle. Maya a reçu des menaces de mort, mais aussi des messages de soutien du monde entier, de filles confrontées à des traditions semblables. Le vrai tournant, c'est aux 16 ans de Néha, ma cousine, qu'il a eu lieu. Ses parents, fidèles à la tradition mais pas entièrement convaincus, avaient prévu une petite cérémonie, juste le rituel symbolique du fil. Néha a fait semblant d'accepter jusqu'au moment décisif, puis elle s'est levée et a prononcé le discours qu'elle répétait en secret depuis des semaines. Elle a parlé de son rêve de devenir médecin, de ses ambitions qui nécessitaient qu'on l'écoute. Elle a dit à ses parents qu'elle les aimait, mais pas leur tradition. Elle a défait le fil qu'on venait tout juste de lui nouer et l'a rendu. Sa mère a éclaté en sanglots, puis, dans un geste inattendu, a retiré le sien. Le père est resté figé, abasourdi, tandis que sa femme prononçait son prénom à voix haute pour la première fois en 20 ans. Ce geste est devenu un exemple. Partout, d'autres filles jouaient le jeu jusqu'au dernier moment, puis refusaient. Certaines familles acceptaient, d'autres éclataient. Mais à chaque refus, il devenait plus facile pour les suivantes. La tradition s'éteignait, anniversaire après anniversaire. La santé de mon grand-père s'est dégradée. Je crois que perdre le contrôle a brisé quelque chose en lui. Après un infarctus, il a passé des semaines à l'hôpital. Ma grand-mère est restée à son chevet, lui parlant sans relâche, comme pour rattraper tout ce silence accumulé. Je ne sais pas s'il l'écoutait, mais elle en avait besoin. À sa sortie, il n'était plus le même, presque rapetissé. Il n'organisait plus rien, ne cherchait plus à tout maîtriser. Il passait ses journées dans le jardin à observer, spectateur d'un monde qui changeait sans lui. Parfois, j'avais de la peine, puis je repensais à la cave et à la peur dans les yeux de Maya. Au Diwali suivant, nous avons organisé 2 fêtes, l'une pour les familles restées traditionnelles, l'autre pour nous. La nôtre était joyeuse, pleine de voix féminines et de rires. De l'autre côté de la ville, l'ambiance était morne, presque éteinte. Certaines familles faisaient le va-et-vient entre les deux, tentant de garder un pied dans chaque monde. Anjali a été acceptée à l'université, décidée à étudier le droit pour aider d'autres filles dans la même situation. Elle portait encore les cicatrices, visibles ou non, mais elle se reconstruisait. Sa petite sœur vivait avec elle, loin du mariage que leur père voulait lui imposer. Mes parents ont renouvelé leur vœu de mariage et cette fois, ma mère a pris la parole elle-même. Elle a promis de ne plus jamais se taire, d'apprendre à leurs filles à s'exprimer. Mon père, lui, s'est engagé à écouter et à valoriser ses paroles. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. Les cours de langue des signes continuaient, pour le plaisir désormais, pour communiquer ensemble. On y a invité les parents, les frères et sœurs, créant une vraie langue commune. Les plus âgées avaient du mal avec l'arthrite, mais elles persistaient. Elles avaient tant attendu ce droit à la parole. Madame Brown a reçu un prix de la région pour son engagement et nous a toutes emmenées à la remise. Nous lui avons signé merci en chœur, une marée de mains levées. Elle a pleuré, affirmant que c'est nous qui lui avions tout appris. Certaines familles n'ont pas supporté le changement. Elles sont parties chercher ailleurs des communautés où l'on maintenait les vieilles pratiques, là où les filles perdirent leur voix à 16 ans. On ne pouvait pas les sauver, mais on se tenait prête si l'une d'elles demandait de l'aide. Ce printemps-là, ma grand-mère est décédée. À ses obsèques, des centaines de femmes sont venues témoigner de ce qu'elle leur avait apporté, évoquant leurs premiers mots après le silence.
le courage reçu d'elle. Même certains hommes ont pris la parole, reconnaissant s'être trompés. Mon grand-père, seul au premier rang, semblait perdu sans celle qui avait rempli ses jours de sa voix. Quand j'ai eu mon bac, la tradition du silence était quasiment morte dans notre communauté. Quelques familles organisaient encore des cérémonies symboliques, avec des fils éphémères pour un jour ou une semaine. D'autres avaient tout laissé tomber. Quelques-unes s'accrochaient encore, mais elles se retrouvaient de plus en plus isolées. J'ai été acceptée à la fac avec une bourse, résolue à étudier le travail social. J'ai voulu tendre la main à d'autres filles prisonnières de traditions qui leur faisaient du mal. Mes parents étaient fiers de moi, même si parfois, mon père semblait un peu interloqué quand je donnais franchement mon avis à table. Petit à petit, le réseau qu'on avait monté est devenu une vraie association. On a décroché le statut d'association à but non lucratif, puis des financements pour aider les filles à échapper au mariage forcé et à la violence. On organisait aussi des ateliers de langue des signes et de confiance en soi. Certaines femmes, qui avaient gardé le silence pendant des années, sont devenues nos porte-voix les plus engagées. Lors de la dernière réunion de famille avant mon départ à la fac, je n'ai pas compté les silences, mais les voix, 23 femmes qui parlent, rient, se chamaillent, chantent. Ma petite cousine nous a présenté une danse sur une chanson qu'elle avait composée elle-même. Mes tantes débattaient de politique tout en préparant le repas, et ma mère racontait comme toujours des anecdotes embarrassantes sur moi quand j'étais petite. Les hommes, eux, s'étaient adaptés. La plupart mettaient désormais la main à la pâte, à la cuisine comme au ménage, des tâches qu'ils jugeaient autrefois indignes d'eux. Ils écoutaient vraiment quand leurs femmes et leurs filles prenaient la parole. Certains étaient encore un peu mal à l'aise, mais on sentait qu'ils faisaient des efforts. Le changement avance doucement, mais il est bien là. Il m'arrive encore, parfois, de signer quand je ne trouve pas mes mots. Cette langue qui nous a sauvés fait désormais partie de nous, et on l'enseigne à chaque nouvelle fille de la famille, juste au cas où. Aujourd'hui, pourtant, c'est un choix, plus une question de survie. Nos voix sont libres, et plus jamais on ne nous les arrachera. Avant de partir pour la fac, j'ai regardé une dernière fois mon bracelet de fil rouge, puis je l'ai coupé et jeté. Je n'avais plus besoin de ce rappel. Aucune de nous, d'ailleurs. Nous avons trouvé notre voie, et désormais, personne ne pourra plus jamais nous la reprendre.